Bonjour et bienvenue à Dakar, bienvenue pour une interview France 24 et Radio France Internationale avec le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Marc, bonjour Charlotte. Donc avec moi pour vous interviewer, Charlotte Idrac de RFI. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Charlotte. Monsieur le Président, vous vous apprêtez à prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Lors du forum sur la paix et la sécurité qui vient de se tenir ici à Dakar, le président de la Commission de l'Union africaine a eu des mots sombres. Il a affirmé que l'heure est grave, très grave, que jamais l'Afrique n'a été tant menacée, que ce soit par le terrorisme, que ce soit par la déstabilisation, que ce soit par le recul de la démocratie. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes ? Hélas, je partage ces inquiétudes, puisque le tableau, en effet, est sombre, bien que je reste optimiste pour l'avenir. Mais il était important d'attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe présentement sur notre continent. Au plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, le continent aujourd'hui est métastasé par des fronts ouverts, d'abord dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad avec Boko Haram, dans la Corne de l'Afrique, en Centrafrique et même au Mozambique. Et plus grave, aujourd'hui, la lutte du Sahel est en train d'atteindre la côte océanique. Alors, si l'on considère donc les conflits intérieurs, les coups d'État, en Afrique de l'Ouest, nous avons deux pays qui ont été frappés, le Mali, la Guinée. En plus, ce qui se passe au Soudan, la crise qui est venue, la crise en Éthiopie, on voit qu'il y a un tableau quand même assez préoccupant. Et cette préoccupation va reléguer au second plan les questions de développement, qui sont les questions fondamentales pour les populations. La pandémie est venue s'y greffer avec son lot de difficultés d'accès aux vaccins, difficultés de faire face avec des systèmes de santé pérennes et résilients pour prendre en charge les urgences sanitaires. Et tout cela fait que nous lançons un cri d'alarme pour dire au monde il est temps qu'on s'arrête sur le cas du continent africain, qu'on regarde les solutions qui sont à notre portée sur la question terroriste. Lorsque la Syrie a été attaquée et l'Irak, lorsqu'il y a eu l'État islamique, il a fallu une très grande alliance internationale qui s'est mobilisée. En Afghanistan, c'était tout l'OTAN, les États-Unis à la tête, l'Europe et tout le monde. Plus de 100 000 soldats ont été déployés avec des moyens colossaux qui n'ont rien à voir avec ce que nous demandons pour faire face au terrorisme dans le Sahel. La situation en Libye a beaucoup impacté et influencé ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel et qui a été à l'origine de cette situation. Ce ne sont pas les Africains. Par contre, ce sont les plus grandes victimes de la crise libyenne. Et les armes continuent à circuler. Donc si nous faisons un appel pour que ce qui nous est commun, parce que la sécurité de l'Afrique intéresse le monde et doit intéresser le monde. Et nous avons un Conseil de sécurité qui a la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde. Donc cette question doit être quand même prise en compte de façon responsable, de façon solidaire. Et c'est tout ce que nous demandons. Seuls, nous ne pouvons pas faire face puisque ces bandes sont financées, ces bandes sont équipées et les États n'ont pas les moyens, en vérité, de faire face. Même les États-Unis seuls n'ont pas pu faire face à un moment donné en Afghanistan. Alors ce n'est pas donc le Mali ou les pays du Sahel qui pourront faire face. Et il n'y a pas de honte à le dire. Il faut de la solidarité agissante. Et je salue les efforts des pays qui, quand même, se sont engagés avec les Africains sur le front de la lutte contre le terrorisme, comme la France, comme également l'Europe aujourd'hui à travers Takuba. Et c'est un pas important, mais ce n'est pas suffisant. Donc nous demandons plus à l'ensemble des puissances et surtout aux Nations Unies pour que nous trouvions les mécanismes nous permettant d'arrêter cette situation et de faire face aux besoins du développement. Quand vous allez devenir président de l'Union africaine, quel est le premier dossier que vous allez aborder? Il y en a beaucoup, comme vous voulez en parler, voilà, mais votre priorité, pour vous, la priorité absolue, c'est quoi? Non, parce que malheureusement, il y a tellement de priorités qu'il est extrêmement difficile de dire voilà la priorité. Mais ce qui est certain, la question du financement, de la relance économique post-Covid, alors que nous ne sommes même pas encore à l'ère post-Covid.
Mais le financement de la relance économique pour recréer les emplois, relancer la machine économique me paraît être fondamental. Et sur ce point particulier, nous nous sommes battus pour que les DTS, les droits de tirage spéciaux, comme vous le savez, du Fonds monétaire, qui ont été donc lancés et sur lesquels, sur un tirage de 650 milliards de dollars, toute l'Afrique réunie n'avait que 33 milliards. Parce que c'est des systèmes qui ont été mis en place et qui ne privilégient pas les pays les moins avancés. Donc sur ces 33 milliards que nous avons déjà reçus, mais chaque pays, ça fait une goutte d'oxygène, disons un ballon d'oxygène. Mais il nous faut davantage. Et nous avons demandé à disposer de 100 milliards de dollars. C'est en bonne voie. Il faut saluer le geste des pays amis tels que les États-Unis d'Amérique, la France, qui a été quand même à nos côtés dans le plaidoyer et qui a la première décidé de mettre 20% de ses droits à la disposition de l'Afrique. Les États-Unis ont suivi, la Chine a suivi, elle a même mis 26%. Donc c'est important. Bientôt, nous allons pouvoir atteindre les 67 milliards qui restaient pour compléter les 33 et être à 100 milliards, pour au moins qu'il y ait, d'une part, de quoi acheter les vaccins sur l'ensemble du continent. Ensuite, de pouvoir peut-être bonifier les mécanismes, parce que paradoxalement, pour nous financer sur le marché des capitaux, nous payons des primes d'assurance qui sont hors de portée, ce qui fait que nous empruntons à 5-6%, pendant qu'ailleurs les taux d'intérêt sont négatifs. Alors ce sont ces problématiques que nous devons adresser de façon correcte pour que l'Afrique soit enfin une partie du monde qui participe à la construction, qui participe au commerce, aux échanges. Et toutes les parties du monde ont intérêt à ce que l'Afrique se développe pour commercer avec l'Afrique, travailler avec l'Afrique en partenariat et non pas avoir un continent qui est toujours le parent pauvre et qui sera la source aussi de leurs problèmes demain, parce que les questions de migration, vous savez, elles sont importantes, mais plus l'Afrique va rester pauvre, et plus ces problèmes vont s'exacerber en Europe, malgré les discours xénophobes et tout ce que vous voulez. Donc nous avons un destin commun d'être humains sur cette planète. Nous devons travailler à ce que toutes les parties de la Terre soient développées, que sur la question du vaccin, que toutes les parties du monde soient vaccinées. Et on le voit avec ce variant Omicron. Tant qu'il y aura un pays au monde qui n'est pas sorti de l'auberge, personne ne sera en sécurité. Et donc ça va continuer à impacter l'économie mondiale. Monsieur le Président, vous l'évoquiez, la menace djihadiste est aux portes du Sénégal. Est-ce que vous craignez que votre pays soit la prochaine cible? Vous savez, mon pays, comme tous les autres pays, sont des cibles. Peut-être qu'ils n'ont pas encore opéré sur notre territoire. Jusqu'à quand, je ne le sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce projet de terrorisme est un projet qui veut s'attaquer au monde libre, à la démocratie, à la liberté. Tant qu'ils pourront avoir de l'influence, ils essaieront. Ils sont plus loin à notre frontière, mais nous sommes préparés à faire face, quoi que cela puisse nous coûter. Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'infiltration à la frontière avec le Mali, voire des tentatives d'attentats déjoués sur le sol sénégalais? Non, des attentats, non, je ne dirais pas. Il y a parfois de fausses alertes, mais il est clair qu'aucun pays ne peut être à l'abri. On le voit, les plus grandes puissances sont frappées tous les jours. Donc moi, je ne peux pas avoir la prétention de dire que mon pays ne sera pas frappé, mais ce qui est sûr, c'est que nous saurons être résilients pour défendre notre territoire national. Ça, j'en fais un point d'honneur, et nos forces de défense et de sécurité, comme leur devise leur indique, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Et c'est une obligation fondamentale pour le Sénégal de défendre son territoire, quoi que ça puisse coûter. Cela dit, nous devons être solidaires de ce qui se passe autour de nous, et parce que ce qui se passe autour de nous nous impacte. Aujourd'hui, nous avons ici la libre circulation des personnes et des biens. On n'a même pas besoin de passeport pour passer d'un pays à un autre dans l'espace CEDEAO. Donc il est facile. Les populations sont les mêmes, dans les frontières, c'est les mêmes familles. Donc vous voyez, c'est très difficile de pouvoir assurer une fermeture étanche, c'est pas possible. Mais nous continuons à nous battre pour que la sécurité, la paix soient garanties, mais aussi le développement, puisqu'il faut assurer le développement dans les régions éloignées, apporter des besoins et des biens pour les populations, que ce soit la santé, l'éducation,
vraiment les commodités usuelles pour pouvoir les mettre à l'abri de la tentation du terrorisme. Alors, évidemment, le cœur du terrorisme, ça reste le Sahel, le Niger, le Burkina Faso, mais avant tout le Mali. Il y a un élément nouveau qui semble arriver au Mali, c'est la société de sécurité russe Wagner. Pour Paris, c'est inacceptable. Pour votre homologue ivoirien Alassane Ouattara, ce serait un suicide. Est-ce que si cette société Wagner s'implante au Mali, c'est une ligne rouge pour vous? J'éviterai toujours de rentrer dans des positions comme celle-ci. Il est clair que nous sommes des États. La sécurité se défend au niveau des États, ça c'est un principe. C'est un principe sur lequel je resterai ancré. Nous avons interrogé les autorités maliennes au sein de la CEDEAO. Nous avons posé les questions précisément sur ces rumeurs qui circulaient à propos d'une société privée de sécurité Wagner. Les autorités maliennes nous ont répondu qu'il n'y avait rien. En tout cas, au moment où elles nous parlaient... Vous les croyez? Non, les croire ou ne pas les croire, c'est autre chose. Mais j'ai dit, officiellement, nous les avons interpellés au plus haut niveau dans un sommet de chefs d'État. Nous avons interpellé à travers le médiateur de la CEDEAO. Ils ont dit qu'ils ne sont pas en négociation, il n'y a pas d'accord en tout cas. Mais il est clair que l'apparition d'une société privée va compliquer la situation du Mali, ça c'est clair. Maintenant, il appartient aux autorités de tenir compte des risques qui vont découler d'un tel choix. C'est quoi c'est clair. Le risque, c'est de voir partir les forces françaises déjà, et les forces européennes, c'est de voir aussi peut-être d'autres mesures prises, ce qui va entraîner nécessairement une dégradation très grave de la situation dans le Sahel. Alors, est-ce que... clair. Donc ça, oui, mais si les autorités maliennes veulent signer avec Wagner ou un autre, tout ce que nous pourrons constater, c'est de constater qu'il y a eu une décision très grave qui a été prise et d'envisager dans cette hypothèse-là quelles mesures prendre. Alors, nous pouvons anticiper, discuter avec elles. Et notre volonté d'ailleurs, ce n'est pas tant de sanctionner le Mali ou la Guinée. Notre volonté, c'est de les aider. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons tous des soldats dans le terrain. Est-ce que vous êtes prêts à les retirer? Si Wagner arrive, les soldats sénégalais au sein de la MINUSMA, vous les ramenez à la maison? Non, pas du tout. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes partis dans le cadre des Nations Unies. Donc ça n'a rien à voir avec ce débat. Dans le cadre des Nations Unies, si le débat se pose à l'ONU, bien, nous aurons notre position. En ce moment, nous la ferons valoir aux Nations Unies. Parce que ce n'est pas l'État du Sénégal qui est allé au Mali directement. Nous l'avions fait au tout début parce que là, c'était la solidarité africaine qui était engagée. Comme la France l'avait fait avec Serval, nous étions partis dans le cadre de la MISMA avant même l'arrivée de l'ONU. Mais là, nous nous sommes engagés à travers les Nations Unies. Donc, c'est une mission multinationale des Nations Unies. En ce moment, si le débat se posera, le Sénégal, comme tous les autres pays, pourront avoir des positions sur ça. Mais vu le vide sécuritaire, est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'appeler Moscou à l'aide? Pourquoi pas? Barkhane s'en va enfin, Oui, attendez, appeler Moscou, c'est autre chose. Parce que quand c'est la Russie, c'est pas la Russie en pour tant vous? qu'État qui vient dans le cadre d'une coopération, ça, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Parce que chaque pays est quand même souverain sur ses choix de coopération. Ça, on ne peut pas le dénier aux Maliens. Par contre, j'ai dit, tant que c'est l'État russe, moi, je n'ai pas de problème. La preuve, nous, on commerce avec la Russie, comme d'autres pays. On ne peut pas empêcher aux Maliens aussi de dire, vous n'avez pas le droit de parler. Mais je considère simplement qu'étant des partenaires d'un certain nombre de pays européens, africains, il serait utile pour les autorités maliennes, si cette option devait arriver, d'en informer leurs partenaires et aussi de savoir tirer les conséquences d'un tel acte. Puisque c'est certain que le choix d'une sécurité privée comme Wagner va poser des problèmes et des conséquences en découleront, c'est certain. Sur le plan politique, Monsieur le Président, les autorités maliennes de transition ont déjà indiqué que les élections de février seraient reportées, malgré les avertissements de la CEDEAO qui tient un nouveau sommet là ce dimanche. Oui. Demandez-vous des sanctions supplémentaires? Mais c'est ce que nous verrons dans 2 jours à Abuja, justement. Ben, je ne peux pas en parler ici, puisque dans 2 jours, nous aurons un sommet des chefs d'État qui aura au menu
cette transition au Mali, en Guinée. Donc les chefs d'État vont apprécier. Est-ce qu'il y a une évolution depuis notre dernière rencontre, une évolution dans le sens d'un agenda, même proposé par les autorités de la transition, qui indique même si février, nous disons que c'est février les élections. S'ils nous donnent des arguments qui tiennent la route, ben, nous devons pouvoir les accepter. S'ils ne donnent pas d'arguments, nous en tirerons les conséquences. Assimi Goïta, ce qui est quand même clair, c'est que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que dans cette partie de l'Afrique, que des militaires prennent le pouvoir par les armes. Ça, ce n'est pas acceptable. Nous sommes en démocratie. Le pouvoir se conquiert par les élections. Des pays peuvent avoir des crises, mais on ne peut pas faire l'apologie des coups d'État. Et ce n'est pas une solution. Maintenant, c'est arrivé, on a essayé d'accompagner. Mais ces coups d'État ces transitions doivent avoir un terme. Et on doit revenir à une situation normale et des autorités élues dans des élections libres et transparentes doivent prendre le relais. Est-ce que vous parlez directement à Assimi Goïta? Je parle à Assimi Goïta, au président de la transition de Guinée, mais je parle aussi à l'ensemble des militaires africains. L'ère des coups d'État est révolue. Ce n'est pas acceptable. Évidemment, il nous faut aller plus loin. Il ne s'agit pas seulement de condamner les coups d'État. Il faut aussi interroger les sources de ces crises. La source de ces crises. Comment nos démocraties vivent, comment les élections ont été organisées, la question des mandats et autres. Donc, sur ce sujet, d'ailleurs, les chefs d'État vont avoir une réflexion approfondie. On ne va pas juste parler des causes, mais des conséquences, mais il faut surtout voir les causes et apporter les remèdes à ce niveau. Est-ce que pour vous, les coups d'État plutôt au Mali, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé en Guinée, donc il faut même motif, même punition, ou est-ce que c'est différent quand même? Non, vous savez, un coup d'État, c'est un coup d'État. Les circonstances peuvent différer. Les situations qui ont conduit au coup d'État peuvent être différentes, mais pour nous, et pour moi en tout cas, c'est le même résultat. Il y a une interruption d'un processus normal par la force armée. C'est ça qui n'est pas acceptable. Voilà, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais moi, je suis un démocrate, je ne peux pas soutenir des coups d'État. Quelle que soit la crise. Maintenant, pour éviter d'en arriver à ces extrêmes, il nous faut aussi interroger les démarches, interroger les chefs d'État eux-mêmes qui, dans l'exercice aussi du pouvoir, doivent éviter de pousser leur pays à ces situations extrêmes. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Alpha Condé, le président renversé en Guinée? Non, je n'ai pas de nouvelles puisque je sais ce que tout le monde sait, qu'il a été maintenant emmené dans sa résidence, dans la résidence de son épouse. Je n'en ai pas plus d'informations là-dessus. J'avais moi-même, comme tous les autres collègues, quand même appelé les autorités guinéennes pour demander qu'il soit libéré, parce que quand même, une chose a été de faire le coup d'État, il a perdu le pouvoir, mais il doit pouvoir être libre de ses mouvements, libre de son action. Je pense qu'on doit quand même libérer le président Alpha Condé, c'est le minimum qu'on puisse exiger de la transition guinéenne. Votre prédécesseur Abdoulaye Wade a proposé de l'accueillir chez lui, oui, ici, à Dakar. Est-ce que c'est une option? Mais le président Wade, vous savez, c'est mon doyen, c'est aussi mon ami. Lui-même n'est pas encore là, je crois qu'il est à Paris, mais il faut qu'il soit d'abord à Dakar pour accueillir le président Condé. Mais je pense que le Sénégal est un pays d'accueil, d'hospitalité. Mais ce débat n'est pas encore posé à mon niveau. Donc je ne sais même pas si l'intéressé vraiment a été informé d'une telle éventualité. Mais je pense que ce débat, lorsqu'il sera sur la table, il n'y aura pas de difficulté à apporter une solution. Est-ce qu'en changeant la Constitution pour briguer un troisième mandat, selon vous, Alpha Condé n'a-t-il pas ouvert la porte à ce coup d'État en Guinée? Je ne veux pas parler du président Alpha Condé qui n'est plus au pouvoir. Je ne peux pas vraiment faire d'appréciation sur lui. Tout le monde a suivi ce qui s'était passé en Guinée. Bon, voilà, ce qui est arrivé ou ce qui devait arriver peut-être est arrivé malheureusement. Voilà, mais je ne veux pas critiquer le président Condé dans ces conditions. Il n'est plus au pouvoir, il n'est pas libre de ses mouvements. Ce ne serait pas élégant de ma part. Alors, Monsieur le Président, ici au Sénégal, le débat sur les mandats présidentiels agite aussi la classe politique. Certains estiment que vous n'avez pas le droit de vous présenter à nouveau lors des prochaines élections prévues en 2024.
une question toute simple. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous auriez le droit de vous présenter à nouveau? Vous savez, c'est un sujet sur lequel j'ai dit au Sénégal que le débat sera vidé le moment venu. J'en suis pressé. Avant même ma réélection, ce débat a été posé. Il y a eu un référendum en 2016. J'étais dans mon premier septennat. J'ai proposé l'annulation, enfin la réduction du mandat du septennat pour un quinquennat et l'application sur le mandat en cours. Ce que le Conseil constitutionnel avait donc refusé en disant clairement que juridiquement, ce mandat était hors de portée de la réforme, puisque la réforme ne valait que pour l'avenir. Donc ce débat, je le traiterai à temps voulu et les Sénégalais seront édifiés. Ce qui est sûr, c'est que je ne poserai jamais un acte qui soit antidémocratique ou anticonstitutionnel, puisque je suis profondément démocrate. Maintenant, je décide moi de parler quand le moment sera venu, pas maintenant. Alors, à la question sur votre candidature en 2024, il y a presque 2 ans, vous aviez dit ni oui ni non. Non, aujourd'hui, vous dites quoi? Non, attention, le ni oui ni non, il faut bien le comprendre. J'ai dit aux journalistes sénégalais qui me disaient pourquoi je ne veux pas répondre, je dis je ne veux pas répondre parce que si je dis oui, je veux être candidat, le débat va enfler, on ne va plus travailler, donc il y aura de la matière pour les spécialistes de la manipulation, de l'agitation. Si je dis non, dans mon propre camp, vous savez, les gens ne travailleront plus non plus, tout le monde sera dans une dynamique tout de suite de se préparer pour l'élection. Or, moi, j'ai un mandat à exercer. Le peuple m'a confié un mandat, je dois travailler pour le Sénégal. Donc, je ne peux pas, à 3 ans, 4 ans de l'échéance, satisfaire simplement la curiosité de ceux qui n'ont de centre d'intérêt que l'élection. Ils attendront le moment que j'ai choisi ou le moment, en tout cas, pendant lequel ce débat va être inévitable. Aujourd'hui, c'est plutôt oui ou plutôt non? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, c'est le travail. La réponse, c'est quand? Quand je le déciderai avec l'aide de Dieu. Est-ce que, comme l'a dit votre directeur de cabinet Mahmoud Saleh, le débat sera tranché selon les résultats des élections locales qui se profilent là, le 23 janvier? Les élections locales, ça a été une grosse maladresse. Pourtant, d'un homme d'une grande expérience, je n'ai pas compris d'ailleurs ce qui l'a poussé. Il était dans une discussion privée avec des militants pour pousser les gens, comme ils étaient divisés, en voulant les pousser à comprendre que leur attitude pourrait impacter sur le président. Il a sorti ça. Ça n'a aucun lien. Comment voulez-vous, dans une démocratie, qu'un président de la République élu au suffrage universel puisse dépendre de résultats de collectivités, de municipalités? Nous sommes quand même une démocratie de référence internationale. Qu'il y ait des maires de mon côté ou pas, en quoi ça peut impacter moi, mon mandat? Ça n'a aucun lien. Aucun lien. Aucun lien. Monsieur le Président, vous avez décidé de rétablir le poste de Premier ministre. Quand même, moi, j'ai plus de 90%, 95% des collectivités territoriales. Comment voulez-vous que moi, des élections locales puissent impacter sur ma gouvernance? Aucun lien. Ce n'est pas des élections législatives qui impactent, elles, sur le gouvernement. C'est clair, mais des locales. Monsieur le Président, vous souhaitez rétablir le poste de Premier ministre que vous aviez supprimé en 2019. Est-ce que cette décision, finalement, était une erreur à l'époque? Ce n'était pas une erreur, je ne le pense pas. Moi, j'avais voulu, en 2019, après 7 ans d'exercice de la fonction présidentielle, tester la gouvernance directe. En gagnant du temps, j'avais lancé le fast track, et j'ai voulu directement, parce que j'avais l'expérience du gouvernement, moi-même étant Premier ministre, avant pendant 3 ans et quelques, étant ministre plusieurs fois, je pouvais directement administrer. Et j'avais voulu vraiment différer tous les sujets internes dans ma coalition liés à la fin du mandat, deuxième mandat ou pas, deuxième quinquennat ou pas, et qu'on se concentre sur le travail. Et on l'a fait. On a accéléré un certain nombre de travaux. La Covid est venue ralentir quelque peu cela, mais cela n'a pas empêché. Aujourd'hui, nous allons inaugurer le 27 décembre le train express régional. Nous allons inaugurer en février le stade olympique de 50 000 places. Donc quand même, il y a eu du travail important qui a été fait. Aujourd'hui, avec le recul et avec mes charges qui vont arriver, et ce mandat de l'Union africaine, je compte le prendre à bras le corps. Il va beaucoup me prendre du temps. On a vu toutes ces crises qui ont été annoncées. Je ne peux pas en même temps m'occuper
du Sénégal au quotidien. Or, le Sénégal, on doit s'en occuper au quotidien. Donc, un Premier ministre, dans ces conditions, me paraît être tout à fait rationnel. Et c'est pourquoi j'ai proposé ce retour du poste. Du reste, ce n'est pas la première fois que le poste a été supprimé, ramené. Donc, on est toujours dans la logique républicaine et dans l'expérimentation de la démocratie et du modèle qui peut nous convenir le plus possible. Et à quel moment sera-t-il nommé ce Premier ministre? Dès que la loi est votée, elle sera votée, je pense, à la fin, d'ici le 12 ou le 15, m'a-t-on dit. Donc avant les locales? Non, ça c'est le vote. Maintenant, il y a les périodes voilà, la période de promulgation, il faut voir les délais, etc. Et après ça, non, il sera nommé après les locales. Ça n'a pas de sens de nommer à un mois des locales un Premier ministre. Est-ce que vous l'avez déjà choisi? Certainement, dans la tête. Mais vous savez, tant que le décret n'est pas signé, rien n'est fait. Ça, c'est d'expérience que je le dis. Tant que le président n'a pas apposé ses signatures, considérez qu'il n'a pas encore de Premier ministre. Après votre réélection en 2019, vous aviez fait des gestes vers l'opposition. Il y a toujours le cas de Khalifa Sall et de Karim Wade et de leur amnistie. On en avait parlé à l'époque. Est-ce qu'une amnistie de ces deux personnalités est toujours sur la table ou en négociation? Vous savez, Marc, j'ai toujours choisi de ne pas personnaliser les débats. Mais bon, à l'époque, on a parlé de ces sujets. C'est des sujets qui ont été traités. Le débat se pose au Sénégal aussi. Est-ce que c'est une amnistie, une sorte de réhabilitation? Je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas opposé dans le cadre d'un dialogue qu'on trouve des solutions, mais qui respectent le droit, qui respectent la loi. Là-dessus, pendant le dialogue politique qui a permis à l'opposition d'engranger beaucoup de points. Par exemple, l'élection du maire au suffrage universel, ça a été une demande de l'opposition que nous avons acceptée. L'opposition a demandé d'augmenter la proportion du scrutin proportionnel qui était de 50%, 50% majoritaire. On leur a fait maintenant, la proportionnelle est à 55%. Ça, c'est à l'avantage des petits partis ou de l'opposition. Mais nous avons accepté pour parfaire notre démocratie et la rendre en tout cas plus mature à chaque fois et au gré des dialogues. Donc il n'est pas exclu que dans un dialogue national ouvert qu'on trouve des solutions. Mais ça, c'est une affaire de la classe politique, mais aussi des institutions. L'amnistie, ce n'est pas un décret, c'est l'Assemblée nationale. Vous voyez, donc c'est un sujet qui ne concerne pas seulement le président de la République. Mais vous y seriez favorable? Oui, je l'ai déjà dit au cadre unitaire de l'islam au Sénégal, qui intervient beaucoup pour pacifier le milieu politique. Non, je ne suis pas opposé à l'esprit, mais il faut trouver la bonne formule. Monsieur le Président, les émeutes du mois de mars avaient secoué le Sénégal, émeutes meurtrières. Juste après, le gouvernement avait promis une commission d'enquête indépendante sur ces violences. Où est-ce qu'on en est 9 mois plus tard? Ces émeutes, malheureusement, ont entraîné 14 décès de jeunes gens. Il y a un dossier pendant devant la justice et ce dossier sera traité. Mais est-ce qu'une commission d'enquête reste d'actualité, comme cela avait été annoncé par le ministre des Forces armées? La commission d'enquête, dès lors que nous avons engagé une procédure judiciaire interne, avec des enquêtes internes, elle attendra que l'enquête nationale se fasse et que ses conclusions soient connues. Vous savez, je suis toujours horrifié lorsque l'on pense que nous sommes incapables de faire des enquêtes et que toujours il faut une commission internationale pour nous dire ce qu'il faut faire. Je pense que, malheureusement, même au Sénégal, puisque ce sont les Sénégalais même dans ce cas qui ont appelé à une commission internationale, de mon point de vue, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais il faut que justice se fasse, il faut que la justice continue à éclairer. D'ailleurs, c'est très simple, il y a des gens qui ont appelé à des manifestations, qui ont appelé même à la lutte jusqu'à la mort, etc. Donc là-dessus, c'est à la justice de trancher. Moi, je n'ai plus rien à dire sur ça. Ce que je peux vous dire par contre, ce qui s'est passé en mars ne se passera plus dans ce pays. C'est-à-dire, on ne peut plus laisser les gens, sous quelque prétexte que ce soit, mettre à feu et à sang les biens publics comme privés, comme ça, de façon volontaire. Ça, c'est clair que nous avons pris toutes les dispositions qui permettent
d'assurer l'ordre et la tranquillité des citoyens. Il n'est pas question de remettre en cause les libertés, clairement, mais l'anarchie ne sera pas non plus tolérée, ni la dictature de la violence sur les citoyens. Monsieur le Président, rapidement, on va en revenir encore une fois à la pandémie. Ouais. Omicron est dorénavant au Sénégal, comme dans bien d'autres pays. Bien sûr, beaucoup de pays. Est-ce que de nouvelles restrictions sont envisagées? Non, à ce stade, non. Par contre, j'ai déjà instruit le ministre de la Santé et de l'Action sociale sur la nécessité pour notre comité national de gestion des épidémies de remettre un peu le dispositif, de resserrer le dispositif aux frontières. Concrètement, les tests PCR sont exigés pour tous ceux-là qui n'ont pas le certificat de vaccination ou le pass sanitaire. Et d'ailleurs, c'est au retour, lorsque des personnes quittaient le Sénégal, qu'on a pu aussi séquencer la présence de ce virus chez nous. Donc ça veut dire que c'était des personnes qui sont rentrées. Parce qu'au moment de sortir aussi, si on n'a pas le vaccin, on doit faire le PCR. Donc toutes ces dispositions à nos frontières terrestres, aériennes et maritimes vont être renforcées. Nous allons aussi appeler nos populations à continuer à se faire vacciner, puisque le vaccin est le seul traitement aujourd'hui, le seul palliatif, en tout cas, qui peut prémunir la personne de situations graves par rapport à ce variant ou à d'autres qui vont venir, puisque les variants, malheureusement, vont continuer à se manifester. Donc, il faut davantage vacciner les populations, il faut respecter les gestes barrières, la distanciation, les masques, etc. Je pense que nous devons apprendre à vivre en présence de ce virus, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter et on ne peut pas arrêter la marche du monde. Nos économies ont été éprouvées. Donc, il nous faut nous adapter dans la riposte sanitaire, mais je ne suis pas d'avis qu'il faille fermer les frontières ou qu'il faille, voilà, pour le moment, refaire des états d'urgence. Pour le moment, ça ne se justifie pas. Justement, sur le vaccin, il y a eu des critiques contre les pays riches au début qui ont été accusés de garder leur vaccin. Vous-même, vous avez dénoncé cette fracture vaccinale. Tout à fait. Vous vous êtes battu pour avoir des vaccins ici au Sénégal, mais on voit qu'il n'y a pas grand monde dans les centres de vaccination. Finalement, est-ce que ce procès a toujours lieu d'être? Il y a eu des milliers de doses de vaccins qui ont dû être détruites ici. Non, non, pas des milliers et des milliers. Mais disons que lorsque les vaccins ont été trouvés, c'était la ruée. Pays riches, pays pauvres, tout le monde voulait avoir le vaccin et c'était une panique générale, une panique mondiale, j'allais dire. Nous avions effectivement dénoncé le nationalisme vaccinal. Si les pays riches avaient juste acheté même 2 fois leur dose, ça se comprenait. Mais vous ne pouvez pas acheter 4 fois, 5 fois ce dont vous avez besoin pendant que d'autres n'ont rien. Ça, c'est pas solidaire. Mais aujourd'hui, le Sénégal a suffisamment de vaccins. J'arrive. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi l'effet des réseaux sociaux et de la désinformation sur ce vaccin. Et ça, tous les pays du monde ont été victimes de cette désinformation. On a vu proprement des professeurs, soi-disant, en tenue, en blouse blanche, indiquer et défendre mordicus dans les réseaux sociaux que les vaccins à ARN allaient impacter l'ADN des personnes, on allait changer leur code génétique. Et beaucoup croient en ces choses-là. Qu'en se vaccinant, on perd le contrôle, d'autres on leur dit ce vaccin va vous rendre infertile, etc. Et donc, il faut laver de la tête des gens toutes ces fake news pour les amener à comprendre que la voie du salut, c'est le vaccin. Il n'y a pas une autre solution. Mais ça, c'est un travail énorme à faire dans chaque pays, à tous les niveaux, au niveau communautaire, au niveau national et au niveau global. Maintenant, cela n'est pas une raison pour qu'on n'ait pas accès au vaccin. Je vous donne l'exemple de l'Union africaine. On s'est réunis, on a travaillé avec nos institutions continentales pour développer AVAC et on a voulu acheter. D'ailleurs, il y avait Johnson & Johnson, on a acheté pour près de 500 millions de vaccins, mais on n'arrive pas à les avoir. Et nous avons le financement. L'initiative COVAX que j'ai saluée plusieurs fois, aussi n'a pas répondu à toutes les attentes. Et ça, les Européens même l'ont dit, et d'autres pays donateurs. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce processus. Il faut rectifier, mais cela n'empêche qu'il faut remercier quand même tous les pays qui ont eu à donner des vaccins, des doses de vaccins,
et il faut les encourager à en donner plus parce que ce n'est pas suffisant. Il n'est pas normal que pour un virus mondial, qu'on ait des traitements parcellaires. On doit avoir une réponse globale, une réponse mondiale pour que l'humanité soit quand même protégée de ce virus. Et quel que soit le prix que ça doit coûter. Et donc c'est là où on appelle à la solidarité internationale. Mais il y a encore des stocks stratégiques de vaccins dans certains pays et qui finiront par être détruits parce qu'ils seront en péremption. C'est ce que nous disons, ce n'est pas normal pendant que d'autres n'en ont pas. Aujourd'hui, si nous avions les vaccins peut-être en juin, ils auraient été consommés. Mais comme la Covid a baissé en Afrique, a beaucoup baissé, les gens, quand il n'y a pas de cas graves, il n'y a pas de mort, vous ne pouvez pas les vacciner. Mais dès qu'on parle encore d'Omicron ou d'autres choses, bon, ça devient une actualité. Il faut pouvoir disposer des vaccins pour les administrer. Donc c'est un travail collectif que nous devons faire ensemble, pays du Nord, pays en développé. Il faut aider l'Afrique à développer ses capacités de production. Déjà, vous savez qu'au Sénégal, grâce à l'Institut Pasteur, depuis 1936, on produit ici le vaccin anti-amaril, donc contre la fièvre jaune, jusqu'au moment où je vous parle. Et l'Institut Pasteur de Dakar est une fondation franco-sénégalaise qui produit encore ce vaccin avec toute la technologie de A à Z. Nous sommes en train de travailler avec le soutien de nos partenaires de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, pour développer un vaccinopole ici et que d'ici mars, avec aussi BioNTech, nous avons signé pour pouvoir, dans un premier temps, faire du remplissage, mais d'ici novembre 2022, nous serons en mesure de produire totalement et sur toute la chaîne les vaccins. Et ça, c'est important avec le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Algérie le fait déjà. Et donc l'Afrique doit avoir ses capacités pour éviter ce qui nous est arrivé lorsque la pandémie était là. Même si vous aviez le budget, vous n'avez pas accès aux vaccins. Et nous aurons d'autres pandémies. Donc nous devons préparer la réponse pour ces maladies futures qui sont devant nous. Merci, Monsieur le Président. C'est moi. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien sur les antennes de France 24 et RFI.